Placée sous le thème PDCI RDA, une tradition de bâtisseurs, la 5e édition des mercredis du PDCI RDA a eu lieu ce mercredi 25 septembre 2019 à la maison du parti à Cocody. Cette conférence animée par le professeur Kobi Assa a vu la participation de plusieurs militants venus écouter et se former sur l'histoire du PDCI RDA et de la Côte d'Ivoire. Pour cette circonstance, le professeur Kobi Assa était assisté de Cheikh Nassila, coordonnateur du comité des sages, Wassé Nankone, coordonnateur des activités des vice-présidents, Ezan Akele, parrain de cette 5e édition, et Ahmed Imité, modérateur. Notons que les mercredis du PDCI RDA est une initiative du comité des sages qui vise à renforcer le militantisme et la culture des jeunes du PDCI RDA. Monsieur Nicolas Kwasi-Akon, membre du comité des sages, a souhaité la bienvenue et remercié les militants pour avoir effectué le déplacement. Le conférencier du jour, le professeur Kobi Assa, à travers son exposé, a édifié l'Assemblée. J'ai accepté avec joie, mais aussi appréhension, au regard du succès des autres conférences. Je mesure les difficultés d'un tel défi, surtout avec la brièveté du temps qui m'a été imparti, 4 jours pour traiter de ce thème. Vous aurez donc à subir les contraintes d'une expérience purement académique, dont le principal avantage est de donner la possibilité d'observer l'évolution socio-économique et politique du pays sous les différentes facettes, sous les différentes disciplines. Une des exigences des universités, c'est de rechercher la vérité dans la neutralité. Alors ça s'impose à moi en tant qu'universitaire, mais en même temps, je suis membre actif du bureau politique, j'ai été membre actif du bureau politique, et aujourd'hui je suis membre du comité des sages, et on me demande d'être donc neutre et puis partisan. Alors c'est ce que je vais essayer de faire. Nous entendons de plus en plus parler de performance des derniers venus. Aux différents carrefours de la confrontation des idées sur la pertinence des efforts que le PDCI déploie actuellement pour revenir au pouvoir, nous allons nous retrouver dans les radios, dans les télévisions, sur la toile pour en parler, ce n'est pas le lieu de bavarder ici. En effet, nous sommes avec un parti qui a fait la Côte d'Ivoire et vraiment, depuis 1999, on nous a plongé vraiment dans un cycle infernal de crise de légitimité, d'incertitude critique face à l'avenir. Alors, des militants mal informés seraient vraiment fondés à nous demander, mais au fond, ces gens ont dit qu'ils n'ont rien fait, mais qu'est-ce que veut dire encore le PDCI RDA, parti bâtisseur? Mais la présente conférence n'a pas pour but d'ouvrir un débat sur les performances comparées de nos formations politiques. On n'est pas venu ici pour critiquer les autres. On n'est pas venu ici pour critiquer les autres. Notre intervention portera sur le tronçon de notre histoire qui s'étend de 1960 à 1999 pour permettre à nos militants de comprendre le processus par lequel nous avons fait émerger la Côte d'Ivoire au rang d'un pays africain les plus crédibles et les plus respectables. Je me suis mis dans la peau d'un jeune du PDCI qui me demanderait, au fond, tonton, vraiment, qu'est-ce que vous entendez par PDCI, une tradition de bâtisseur? Qu'est-ce que vous entendez par là, tonton? Alors je lui ai dit, en guise de réponse, c'est vrai mon fils, c'est ce parti que l'on dit vieillot, qui traîne cependant une tradition de bâtisseur dans un jeune pays, la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire et le PDCI ont toujours été liés dans leur destin par leur forte personnalité respective et leur responsabilité dans la construction de l'avenir des jeunes générations. Pour passer en revue l'ensemble des thématiques qui permettront de montrer le PDCI RDA en action, de 1960 à 1999,
dans l'élaboration de notre nation, ce serait ce serait fastidieux. Et le seul thème de l'agriculture aurait occupé tout ce temps sans le puiser. Alors, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Ça, c'était le générique qui passait sur nos antennes au temps de Fourbani. Et le ministre Abdoulaye Savadogo a dit la Côte d'Ivoire, c'est l'agriculture, et parler de l'agriculture, c'est parler de la Côte d'Ivoire tout court. De fait, l'agriculture est un thème fédérateur par la multiplicité des substances qui concourent à moderniser cette activité en milieu non traditionnel, par exemple les potentialités naturelles, les ressources humaines, les ressources scientifiques, les ressources technologiques et financières, le transport, les infrastructures, la circulation et les politiques publiques. Ce sont des éléments constitutifs pour élaborer une stratégie globale de développement d'une jeune nation comme la nôtre, qui ambitionnerait de décoller au sortir de la colonisation. Ce terme retenu initialement par le comité des sages tient sa pertinence pour les raisons complémentaires suivantes. L'agriculture est un thème scientifiquement adéquat pour argumenter sur l'aptitude du PDCI-RDA à bâtir en transcendant les émotions. Elle est une activité créative de richesse qui implique le plus grand nombre de citoyens et qui met ensemble des sciences de la terre et des sciences de l'homme. L'agriculture continue de demeurer le pilier de l'économie nationale après 6 décennies d'indépendance. L'agriculture est une activité économique qui a le plus contribué à la structuration de l'espace national depuis l'aube de notre indépendance. L'activité agricole continue de demeurer un puissant levier d'intégration nationale et régionale par ses incidences sur le brassage physique et culturel des migrants internes et internationaux. Et la Côte d'Ivoire est un véritable melting pot incomparable en Afrique occidentale. Notre agriculture a été révélatrice de l'aptitude de nos ingénieurs à inventer et nous sommes tous fiers de leur performance, notamment du CNRA et de nos agronomes. Souvenez-vous que vous pouvez leur donner 1 milliard à leur association pour faire la recherche de son vivant. Un tel thème ne pouvait être développé que par un acteur majeur de la construction de notre pays. L'ex-ministre de l'Agriculture, Abdoulaye Savadogo, un des 149 compagnons de l'aventure en 1946, qui devait faire cette conférence. Malheureusement, comme on l'a dit, il y a eu un empêchement de dernière minute. Et comme au comité des sages, nous avons toujours anticipé en mettant des lois de secours, on va demander en 4 jours de faire, mais vraiment, c'est ce que je suis en train de faire. Alors, un tel thème, on peut parler de tradition à partir de ce thème. Une tradition s'entend, une coutume pratiquée sur une longue période et on trouve les traditions à différents niveaux communautaires, qu'il s'agisse de clans, de tribus, d'ethnies, de groupes culturels, plus ou moins étendus à l'échelle de tous les continents et de toutes les civilisations. Instituer la tradition est une activité qui est inhérente à l'homme. Dans les traditions religieuses, il s'agit d'un ensemble de vérités de foi qui ne sont pas dans la révélation écrite, mais qui sont fondées sur l'enseignement constant et les institutions d'une religion. Et ça, c'est le petit Robert qui le dit. Au total, une tradition renvoie à une manière d'agir et de penser transmise et perpétuée de génération en génération, surtout dans le domaine culturel. En tout état de cause, les militants du PDCI seraient fondés à se demander s'il existe une tradition dans leur parti et comment elle est transmise aux militants, lui qui a l'avantage quand même d'accumuler 69 ans, 73 ans d'existence, hein, et ça fait quand même presque 3 générations. Et est-ce que vraiment nous avons le souci aussi de valoriser cette tradition pour la perpétuer dans l'espace et le temps? Ça, c'est un problème. Alors, ça, c'est un problème, une question qui est posée au PDCI. Bâtir, être bâtisseur, est bâtisseur celui qui édifie, qui fonde quelque chose. La consonance est surtout matérielle dans le domaine politique.
les grands partis politiques et leurs dirigeants marquent l'espace et le temps à travers leurs réalisations et s'immortalisent ainsi. Alors, pour moi qui suis géographe, c'est vraiment la vérité, parce que nous, en géographie, tout ce qui nous intéresse, c'est ce qui sort de la bouche et qui est inscrit sur le territoire. L'espace est une écriture au sol du projet de société. Donc moi, par déformation, la lecture que je vais vous faire, c'est par rapport au territoire et à l'espace, à ce qui a été posé dans l'espace, que je vais parler. Puisque je ne suis pas économiste, chacun a son domaine, mais dans l'espace, économie, société, culture, technologie, tout ça, ça se rencontre, et bon, c'est ça qui est intéressant. Pour approcher le problème de construction de l'avenir des organisations, les prospectivistes assimilent le processus du développement au planting d'un arbre. Planter un arbre, il y a des racines. Donc, la Côte d'Ivoire, vue comme un arbre à planter, doit avoir des racines. Ensuite, il y a un tronc. Le tronc, symboliquement, c'est l'organisation, la capacité de s'organiser. Donc, le tronc, est-ce que vraiment nous avons l'aptitude à nous organiser? Et puis le sommet, c'est les branches et puis les feuilles qui portent des fruits. Alors, c'est un petit peu comme ça que je vais raisonner. Alors, un bon arbre, en principe, il porte de bons fruits. Et si vous voyez que la Côte d'Ivoire attire les gens même en période de crise, c'est qu'en fin de compte, en définitive, depuis 1900, depuis que ce pays existe, était avec le Faux-Boigny, c'est un arbre au-dessous duquel, même en crise, les autres pays viennent se mettre en sous notre ombre malgré les crises. Alors, donc, un tel parti a une identité et une personnalité. Mais l'identité de la Côte d'Ivoire et l'identité de PDCI, moi je les mets ensemble. Le PDCI est un parti politique né le 15 avril 1946. Donc il y a eu une longévité exceptionnelle de 73 ans. Ça c'est un de ses premiers attributs, un de ses premiers caractères. Donc avec l'ANC, c'est le deuxième parti africain avec l'ANC. Mais le PDCI est parmi les 4 partis au monde qui ont cet âge ou plus. Donc, quand même, à cet âge-là, parmi tous les partis respectables en Afrique, nous sommes les plus respectables. Ça aussi, ça fait partie de notre identité. Alors, notre lutte, au départ, on n'a pas fait de théorie sur la lutte des classes et tout ça là. Il faut faire partie de la lutte pour libérer le paysan et puis surtout avoir les mêmes revenus que le planteur blanc. Donc, il ne voulait pas de discrimination et le PDCI a lutté dès le départ pour libérer les planteurs. Donc, ça aussi, ça s'inscrit dans notre identité. On a gouverné la Côte d'Ivoire pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Et nous sommes partis. Ce n'est pas le peuple qui nous a chassés, mais c'est avec l'irruption des militaires sur la scène politique que nous sommes sortis du pouvoir. Nous sommes la seule section territoriale du RDA depuis 1946 qui est encore existante et qui est en position, en course pour chercher encore le pouvoir. Alors, vraiment, à partir de là, on peut dire que vraiment, nous avons une très forte personnalité. Alors, c'est avec cette personnalité que nous avons bâti ce pays qui a pour identité, pour caractéristique fondamentale en Afrique de l'Ouest, d'être le carrefour de l'Afrique de l'Ouest. Tout le monde vient chez nous. C'est pour ça que nous disons que nous sommes un melting pot, nous sommes un creuset dans lequel l'Afrique de l'Ouest est en train de se recomposer. Ça aussi, c'est un caractère unique. Les autres pays n'ont pas ce caractère, parce que pour définir l'identité, c'est le caractère que tu as qui te distingue des autres. Et ça nous distingue. Alors, dans l'UMOA, nous sommes la locomotive économique. Au moins la moitié des importations et des exportations, c'est nous. Donc, nous sommes la locomotive
Même pendant la période de crise, les fonctionnaires ont toujours été payés. C'est parce qu'on a posé des bases solides que même pendant la guerre, tous les fonctionnaires étaient payés. C'est nous qui avons mis ça en place. Et même ceux qui sont là, c'est nous qui avons mis en place ça encore, ça fait partie des choses. Alors, donc le pôle d'attraction de l'Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire, l'UOA et tout ça là. Donc vous voyez que nos destins, PDCI et Côte d'Ivoire, c'est vraiment très lié et ça, c'est un élément très important. Quelles sont les racines que le PDCI a posées en tant qu'arbre de plante? Les racines, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Bombé vous en a parlé la fois dernière. Les racines, c'est notre culture de la paix, notre culture du dialogue pour résoudre nos problèmes, les problèmes. C'est notre culture de la non-violence. Ça, ce sont des éléments qui sont prônés, qui ont été prêchés. Dans l'étude Côte d'Ivoire 2025, on a posé la question aux Ivoiriens, qu'est-ce qui nous a marqué le plus en Côte d'Ivoire? Et à l'échelle nationale, les gens ont dit, ce qui nous a le plus frappé en Côte d'Ivoire, c'est la convivialité interethnique. C'est dans Côte d'Ivoire 2025, l'étude sur les aspirations. Vous voyez là? Donc, ça, ce sont des valeurs donc, qui font que la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire. Bon. Alors, puisqu'on a parlé des racines, maintenant il faut parler du tronc. Hein? Le tronc, c'est notre organisation. Alors, cette organisation-là, elle se fait à partir de compétences. Dans les racines, il faut qu'on dise aussi les compétences. Vous voyez que les pays les plus développés sont les pays qui ont une puissance éducative. Vous pouvez avoir la puissance économique, mais si vous n'avez pas de puissance éducative, vous ne pouvez pas être vraiment un leader mondial. Regardez les petits Israël, ils sont tout petits, mais pour les affronter, ce n'est pas facile, parce qu'il y a une puissance éducative. Les États-Unis, leur puissance, c'est d'abord la science et la technologie. Même les Russes, ce n'est pas le parti unique, ce n'est pas le multipartisme que les Américains sont en France, c'est ni la démocratie, c'est l'organisation, avoir des objectifs, une vision, s'organiser pour atteindre ces objectifs, c'est ça qui rend premier. Et la Côte d'Ivoire, donc, a développé comme première richesse les hommes, les capacités humaines. Ça, au départ, c'est le Sénégal et le Bénin qu'on appelait le quartier latin en Afrique. Mais quelques années après, quand on allait au concours d'agrégation en sciences, en biologie, en médecine, en géographie, en économie, c'était les Ivoiriens qui étaient en tête, au CAMES. Vous voyez là? Donc, vous voyez qu'à la base, après les racines, c'est ça qui nous a permis de pouvoir nous organiser. Alors, moi je trouve que les gens au départ étaient très 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 intelligents, puisque les premiers qui étaient venus, c'était qui? C'était des instituteurs, et puis des commis expéditionnaires, et puis quelques personnes qui sont venues de William Ponty. Mais ce sont ces gens-là qui n'étaient pas universitaires, qui ont organisé le pays le plus puissant de l'Afrique de l'Ouest. Voyez là. Donc, moi je pense qu'il faut les applaudir, vraiment ça c'est... Donc c'était nos vieux pères, ils n'étaient pas universitaires, mais si vous avez entendu Mamadou Koulibaly parler français à l'époque, vous entendez Yassé Philippe parler français, nos étudiants actuels, il y en a qui disent « je suis quitté à Bobo ». On dit « je viens d'Abobo ». On ne dit pas « je suis quitté à Bobo », ils parlent comme des marques. Non. Mais après eux, il y a eu la relève. Et le PDCI a tellement bien travaillé, à partir des années 70-80, c'était l'invasion de la Côte d'Ivoire par les gens qu'on a envoyés former. Et on a même créé un ministère de l'ivoirisation des cadres pour pouvoir canaliser les cadres qui venaient. Moi, quand j'arrivais du Canada en 1972, je n'ai pas fait de demande d'emploi. J'avais tellement... D'ailleurs, j'ai commencé dans le privé. Puisqu'au Canada, la géographie, ça se fait sur le terrain. Donc, j'ai été recruté dans le privé et j'ai été consultant au ministère avec Diawara. Alors, donc,
C'est à partir de ça que nous avons eu la possibilité de nous organiser. Et on s'est organisé comment? On a commencé par la réflexion. Et je peux vous le dire, la Côte d'Ivoire est le pays africain qui a le plus pensé. Puisqu'en 1973-1974, nous avons lancé l'étude Côte d'Ivoire 2000, où Fouad a fait venir Herman Kahn des États-Unis. On était à l'hôtel d'Ivoire, Herman Kahn, pour parler du futur. Et la Côte d'Ivoire, à ce moment-là, 73-74, on a pensé projeter la Côte d'Ivoire à l'horizon de 2000. Alors, je vais vous projeter, j'espère que vous avez prévu les projections, les cartes que j'ai posées là, vous montrer comment, en 1973-74, ce pays avait été pensé pour l'horizon 2000. Et maintenant, nous sommes en mesure de vous dire si oui ou non, nous avons atteint les objectifs. Mais seulement, pour arriver, pour montrer comment ce que nous avons bâti, il faut partir quand même de l'existant. Mais on a hérité du régime colonial. Les gens toujours crient, toujours c'est le colon, c'est le colon, c'est le colon. Entre nous, quand le colon est arrivé, vous étiez en plus, nous avons grimpé au palmier. On grimpe au palmier, c'est tout. Si tu ne sais pas grimper au palmier, tu ne peux pas te marier. Ah oui, c'est comme ça. On forme l'homme dans la palmeraie. Ensuite, on pagayait. Et puis, si on te met à l'école, tu ne veux pas partir parce que le samedi, le mâchoiron, arrêt, et puis tout ça là. Moi, il y en a qui ne sont pas partis à l'école à cause du mâchoiron. Alors, le colon, quand il est venu, il n'a rien trouvé. Il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de dispensaire, il n'y avait pas d'hôpitaux, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de port, il n'y avait rien. Il a trouvé un milieu naturel avec des gens qui viennent naturellement là-dedans. Tout ce que nous avons comme ville aujourd'hui, ce sont les postes coloniaux qu'on a posés. Le dernier poste colonial, c'était Ferkessédougou en 1933. Bon. Alors ce sont des postes coloniaux dont la cartographie nous permet de dire que tout ce que nous avons comme ville aujourd'hui vient des postes coloniaux. Ensuite, on a eu l'administration. Et puis après, puisque les colons sont là, les commandants des cercles et puis des chefs de cercle et de subdivision, ils ont besoin de communiquer entre eux. Mais communiquer, on les portait par hamac. Ils étaient dans des hamacs, mais on a mis des routes pour supprimer les hamacs. Donc ils nous ont laissé donc des postes coloniaux, des routes, un port, et puis quelques écoles, et puis des dispensaires. Après l'indépendance, le reste, c'était notre affaire. Maintenant, si le blanc qui nous a colonisés, qui a mis ça en place, par exemple, le gouverneur reste, s'il venait aujourd'hui, s'il pouvait ressusciter, il se demanderait, mais au fond, qu'est-ce qu'on a? Il allait voir ce que je vous montrer tout à l'heure. On a enrichi ce que le blanc nous a donné. On est devenu premier producteur de café, de cacao, d'EVA, de palmiers à huile. On a eu une agriculture qui n'était pas celle du colon. Nous sommes allés au-delà de ce qu'on a fait. On nous a donné quelques écoles, on a eu des écoles, on n'avait pas d'université. On a eu des universités. C'est à partir de cet héritage-là qu'il y a eu entrée en jeu des politiques publiques de souveraineté et de développement territorial sous la gouvernance du PDCI et RDA. Alors comment est-ce qu'on a commencé à notre souveraineté? Et c'est là où le génie du Fouad Boigny apparaît. Il a commencé à réfléchir. Il a commencé à réfléchir, à réfléchir et à réfléchir. Si vous allez dans les bibliothèques en Europe et que vous faites de la recherche, vous allez vous rendre compte, la bibliographie sur la Côte d'Ivoire, c'est impressionnant. On n'a rien ici. Moi, quand j'étais à l'université de Bordeaux en France, mais c'est incroyable. L'information n'est pas ici, elle est stockée là-bas. L'Assemblée nationale, tout ce que les autres ont fait, les Yassé ont fait, c'est tout là-bas. Mais le président de l'Assemblée nationale n'est jamais rentré dans la bibliothèque là-bas. Et voilà un monsieur qui dit que le Nord a tout donné et n'a rien reçu. Je vais vous projeter tout de suite quelques tableaux, vous montrer que le Nord a reçu relativement en investissement par tête d'habitant plus que le Sud. On va vous projeter ça ici tout de suite. Alors vraiment, ne nous comportons pas comme des ignares. Alors,
Oufoué a commencé par la réflexion. En 1973-74, il a fait Côte d'Ivoire 2000. En 83-84, il a fait Côte d'Ivoire 2010. En 93-95, il a commencé Côte d'Ivoire 2025. Et puis, il est décédé. Bédier a terminé ça. Et Bédier en a tiré le projet de l'éléphant d'Afrique. Mais au moment où on a commencé à mettre des projets de l'éléphant d'Afrique sur le en chantier, on nous a renversé. Donc, c'est un futur, en procédure nous appelons ça un futur qui n'a pas été. Le pont, là, le troisième pont, tout était prêt. L'argent, tout était prêt. Au moment de commencer, on avait même posé la première pierre. On ne l'a pas fait. Est-ce que vous pouvez venir au pouvoir en décembre et puis en janvier, vous commencez à construire un pont sans avoir fait les études techniques de sol, voilà, il y a un ingénieur ici. Il y a un ingénieur à côté de vous. Faire ça en 3 mois et puis construire des ponts et puis dire qu'on travaille plus que les autres, c'est ce que le PDCI a fait qui tire tous les projets de ceux qui parlent. Alors, donc, après ça, Bédier a fait, et après Bédier, Gbagbo a lancé Côte d'Ivoire 2040. Mais Gbagbo n'a pas fini, et puis lui aussi, on l'a débarqué. Donc, Alassane est venu, il a terminé l'étude de Gbagbo. Et puis, quand il parle de PND et tout ça, ça sort de Côte d'Ivoire 2040, qui a été fait. C'est nous qui avons encore fait ça avec le Bureau national de prospective. Et tout ce qu'on vous dit là, le nouvel homme ivoirien, le président OAS, tout ça là, ça a été dans Côte d'Ivoire 2040. Mais il faut que les partis politiques prennent ce bouquin. Parce que ce n'est pas le RDR qui a payé ça, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire et les gens du PDCI là. Le bouquin là, on va vous le donner. Oui, là. Donc le PDCI a créé la tradition de la réflexion prospective et puis les deux se sont embarqués dedans. Et qu'est-ce que Alassane dit à ce propos? Je vais vous lui dire ce que Alassane écrit à ce propos. Je me réjouis également de ce que toutes les études prospectives ivoiriennes aient débouché sur le vote par le Parlement de lois plans et de lois programmes budgétisés puis régionalisés pour faciliter la mise en œuvre. Ainsi, le schéma d'aménagement harmonieux du territoire national jusqu'à l'horizon 2000 figurait dans le plan quinquennal 76-80 comme une boussole de réflexion prospective et stratégique de long terme. De même, la troisième étude prospective Côte d'Ivoire 2025 a inspiré la conception des projets de l'éléphant d'Afrique de 95 à 99. Pour ma part, tirant les leçons des expériences passées et tenant la nécessité d'accélérer le rythme du développement économique et social pour le bien-être des populations au profit des générations futures, mon gouvernement a renoué avec la planification opérationnelle dès la fin de la crise post-électorale. Ainsi, le plan national de développement 2012-2015 a permis de stabiliser puis de relancer l'économie après plus d'une décennie de crise, intégrant les conclusions de l'étude Côte d'Ivoire 2040. Le PND 2016-2020 s'inscrit dans la perspective de l'émergence en 2010. Donc c'est de notre tradition, il est dit clairement qu'il a hérité pour continuer la planification. Alors ça, c'est Alassane qui le dit. C'est pour ça que je pouvais vous le dire. Alors s'il dit ça, c'est qu'il a oublié que c'est ça qu'il a mis, c'est qu'il ne voit pas. Alors donc, on a mis en place un schéma de cohérence territoriale. Et ce schéma de cohérence territoriale, c'est quoi? Lorsqu'on est venu au pouvoir, les gens parlaient de disparité entre le nord et le sud. Et puis, il faut résoudre ce problème. C'est vrai. Le plan quinquennal 76-80 a fait l'étude en 73-74 et la commission sur l'aménagement du territoire a vu qu'un nouveau grand problème, c'était ces disparités. Mais pour ces disparités, est-ce qu'il fallait mettre tous les pays, toutes les régions au même niveau? Quand tout le monde est au même niveau, il n'y a pas de dynamique. C'est un espace isotrope, il y a les mêmes propriétés dans toutes les directions. Donc il n'y a pas de dynamisme. Il faut des points forts et des points faibles. Et puis ensuite,
C'est un mythe de croire qu'on peut faire un développement équilibré. C'est un mythe. Le développement équilibré n'est pas possible. Il n'y a que des déséquilibres successifs. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La Côte d'Ivoire va dire, écoutez, en 1973-1974, on dit, nous allons créer des pôles. On va bâtir le pays pour 2000 à partir de pôles. Abidjan et San Pedro, deux pôles majeurs, Ouaké, Ferké-Korogo et Man, deux pôles d'équilibre principaux, et puis les pôles d'équilibre secondaires, Ganois, Dalois, Abangourou, et puis les autres villes de l'intérieur. Donc on est parti sur la théorie des pôles pour lancer ce projet-là. Les cartes sont là, on va vous montrer, et on se demande si ça a été. Mais effectivement, on va vous poser des cartes, vous montrer que c'est à partir de ce schéma de plan national qu'on a fait les routes et tout le travail. Alors, donc, les pôles projetés ont été vraiment émergés. Si la France a posé les bases du développement du territoire, nous sommes venus avec des concepts et de nouvelles méthodes pour le faire. Et c'est ça qui a fait la différence entre la Côte d'Ivoire et les autres pays. Alors, c'est le BNET. Le BNET a été créé pour ça. En 1970, le BNET, Amangoua Lukensi a été le premier africain, avant c'était les Français. Mais si vous allez au BNET, vous allez voir tout ce que le PDCI a pensé, ça se trouve là-bas. Si vous allez, ils ont l'air laboratoire de cartographie, là-bas, centre de cartographie, le CCT, toute la Côte d'Ivoire a été photographiée. Et ça se trouve là-bas. C'est stocké. On avait nos avions, photographes, nos pilotes, on a fait la cartographie, toute la cartographie. C'est ça qui a permis aux ingénieurs qui l'ont produit. On n'est pas allé à l'IGN France, on les a fait fabriquer tout ça ici. Moi, en 1998, j'ai fait une consultation à Bamako pour la Banque mondiale sur le développement urbain de Bamako. Mais j'ai vu où ils travaillaient, mais ça faisait pitié. Donc j'ai demandé à la Banque mondiale de les envoyer en Côte d'Ivoire pour voir comment l'organiser. Quand les Maliens sont arrivés, qu'ils ont vu le BNET, ils ont dit, mais dis donc, mais ici c'est un pays de blancs. C'est pas possible. Vous voyez le stock d'ingénieurs qu'il y a au BNET. Si seulement on leur donnait la possibilité d'avoir des moyens pour faire des ponts, et puis les autres là, mais on allait faire comme le Maroc, faire la baie de crocodile, on a tous les ingénieurs, mais on les stocke, ils sont là-bas, et puis on va amener des ingénieurs ici. Moi, je suis pour que l'État utilise ces gens et qu'ils mettent l'argent, permettent à ces ingénieurs d'aller conquérir le monde. Si on ne fait pas ça, on va attendre que les capitaux viennent avec les ingénieurs, avec les Chinois, avec les Japonais, avec les Français, alors qu'on a des ingénieurs qui sont stockés au bled. Ce n'est pas normal. Alors, les moyens pour mettre en œuvre tout ça. En prospective, il y a 3 étapes lorsque vous faites la prospective. Il y a l'anticipation, c'est-à-dire la réflexion sur le long terme. Et vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Tous les futurs sont possibles. Ça, c'est la réflexion prospective. Mais après, c'est la stratégie. Il faut articuler prospective et stratégie pour agir. Donc ça, c'est l'action. Donc anticipation, action. Mais pour agir, si vous ne pouvez pas mobiliser les acteurs, vous ne pouvez réussir aucun projet. Donc il y a 3 points de réflexion. L'anticipation, l'action et l'appropriation. Mais c'est ce qu'on vous fait faire ici. L'inspiré, il est le premier producteur africain. Il a dit au Ghana, le développement c'est une course. L'important c'est où on va. Il a parlé avec Nkrumah. C'est eux qui étaient le premier producteur de cacao. Aujourd'hui, on bat le Ghana doublement. On a doublé le Ghana. Donc, cacao, c'est la même chose. Et la recherche accompagne ça. Notre stratégie tout a été fait comme ça. Lui, l'ingénieur, il faut voir les travaux que la CETEC a fait, tous les travaux d'ingénierie ici en Côte d'Ivoire. Il y en a énormément. Donc, le pays a été
basé au départ sur la réflexion et puis l'articulation entre la prospective et la stratégie. Dans tous les domaines, surtout en agriculture. Si Savadogo était venu ici, il vous aurait dit beaucoup mieux. Vous voyez là? Alors, il y a à l'époque, le ministère du plan, le ministère de l'économie et des finances, stockait les informations. Et c'est les comptes de la nation. Tout ce que le PDCI faisait, il y avait les comptes de la nation qui étaient faits. Et le ministère de l'économie et des finances, c'est Pédier qui était le ministre à l'époque, de 66 à 71. Donc toutes les statistiques sont là. Et lorsqu'on a fait l'étude Côte d'Ivoire, le plan quinquennal 76-80, on a montré là-dedans, avec les statistiques, combien d'argent on a investi en 71 et 80 dans tous les secteurs d'activité, année par année, et on a tous ces résultats-là. Je vais vous les donner, je vais vous les dire ici. On a dépensé au total pour l'action régionale 2223 milliards. C'est-à-dire que chaque année, il faut injecter 220 milliards dans le développement des régions. Et comment ça a été réparti? Le Nord a reçu 8,6% avec 9,3% de la population. L'Ouest a reçu seulement 4,9% avec 10,9% de la population. Le Centre-Ouest a reçu 5,8% avec 11,7% de la population. Le Centre, le pays baoulé, a reçu 23% avec 23% de la population. Donc chez eux, c'était équilibré. Yamoussoukro, avec 1,5% de la population, a reçu 8,5%. Mais ça, c'est la capitale nationale. Parce qu'on devait dépasser la capitale. L'Est, le pays immobilier au nord de Bambouk, ils ont reçu 0,5% avec 5,6% de la population. Le Sud-Ouest a reçu 10,7% avec 2,9% de la population. Le Sud, Abidjan non compris, a reçu 10,1% avec 18% de la population. Alors, si on voit par tête d'habitants, le Nord, à Korobo, ils ont reçu par tête d'habitants, au cours de cette période, 342 000 francs par tête d'habitants. L'Ouest, 169 000 francs. Le Centre-Ouest, 183 000 francs. Le Centre, 375 000 francs. Yamoussoukro, 2 millions. Je dis, on déplace la capitale. Oui, 2 millions par tête d'habitants. Et puis, le Sud-Ouest, 2 106 000 francs par tête d'habitants à Yamoussoukro. Et dans le Sud-Ouest, sans pétrole, 1 364 355 francs. Vous voyez là? Le Sud, Abidjan non compris, 207 000 francs. Donc celui qui dit que le Nord a été marginalisé, ce n'est pas vrai. Il manque comme un arrachement des dents. Ce n'est pas vrai. C'est du temps de Bédier que ce travail a été fait. Ces statistiques-là sont là. Vous voyez là? Alors, il n'y a pas eu que l'agriculture et l'équipement du territoire. Vous voyez là? Mais il y a eu beaucoup d'autres choses. La formation. On a mis plein d'argent dans la formation. 40% des ressources sont passées à la formation au départ. Vous voyez là? Alors, les lycées d'excellence. Le lycée scientifique de Yamoussoukro. Même en France, il n'y a pas ce type de lycée. Allez voir son état actuellement. La bourse des ans actuellement. Le lycée scientifique de Yamoussoukro. Les lycées là-bas. Bon, les NSTP, et ils savent ce que c'est. Mais les petits blancs ne pouvaient pas venir à l'école ici. Les petits, on n'avait rien à leur envoyer ici. On pouvait même faire venir un avion, démonter, avec leur machine-outil, ils peuvent fabriquer des pièces et puis reproduire l'avion. C'est ce que les Chinois font. À l'école de Yamoussoukro, c'est possible. Oui, ils l'ont fait. Il faut amener tout ça à notre disposition. Vous voyez là? Alors, qu'est-ce qu'on a fait de tout ça là? On a formé le capital humain. Vous voyez là? Donc, il n'y a pas que la culture, surtout le capital humain. Mais après ça, il y a eu des barrages. Alassane a en train de faire un barrage. Mais avant ça, il y a eu 5 autres barrages. Vous voyez là?
Alors, le barrage, celui-là, ne dépasse pas les 5 autres. Le choix ici a été fait par nous. Oui, et les études ont été faites ici. Mais comme Oufoué ne voulait pas l'argent des Arabes, alors il n'a pas pris l'argent chez les Arabes pour faire ça. Sinon, le site de Soubré, c'était prévu déjà. Donc, après Conan Lambert, avec l'ECI, vous avez vu l'ECI à l'époque, tous les ingénieurs formés à l'ECI, c'est Conan Lambert qui les a envoyés en France. Quand ils sont venus, ils ont travaillé, il n'y avait pas un blanc dedans. Mais quand on a mis la CIE, les blancs sont venus pour nous commander. Ils ont pris le CI, on a mis les nègres qui travaillent pour eux, et puis ils vendent le courant, ils rapatrient le bénéfice, et puis ils nous donnent des taxes, ils nous donnent l'impôt ici. Écoutez, moi je suis président national de la République, je suis national de l'ECI, et puis je mets nos ingénieurs. Non, ça c'est pas sérieux. Il n'y a pas que ça. Ce sont les wilayas kenyans pour la riziculture. Kenyans avait donné l'autosuffisance alimentaire à la Côte d'Ivoire. En 1977, nous étions autosuffisants en riz. Quand le Zaïre était en guerre, on a envoyé 30 tonnes de riz au Zaïre. C'est à ce moment-là qu'on a choisi de liquider l'assaut des riz. Aujourd'hui, on importe du riz à des centaines de milliers de choses. Même à varier. Ouais. Même à varier. Vous voyez là. Alors, ça c'est... Donc, on avait la puissance scientifique et technique pour faire tous ces trucs-là. Ce qu'on pouvait projeter, c'était Abidjan et San Pedro, deux pôles majeurs, Boaké, un pôle d'équilibre principal, Ferké-Korogo, pôle d'équilibre principal, Man, un pôle d'équilibre principal, et puis les autres villes, les Ganois, Dalois, Abangourou, Bondoukou, Bundiali, Tengrela, Séguéla et tout ça, des pôles d'équilibre secondaire. On avait même le chemin de fer qui était prévu à Abidjan, d'Embokoro, aller jusqu'à Daloa, descendre à San Pedro, aller à Man vers la Guinée. Tout ça c'était prévu par le fouet. C'était prévu par le fouet. Ensuite, les axes routiers nord-sud et est-ouest. Tout ça, ça a été programmé et ensuite on a mis en œuvre. En 67 ans, 600 km de route. Après, deuxième carte qui est là-dessus, la deuxième carte sur ce schéma-là, c'est en 1970. 1970, vous voyez que le goudron commence à sortir de la forêt. Après, en 1975, ça sort encore de la forêt. Continuez, faites monter les cartes. Vous voyez là. En 1980, on a déjà atteint Korogo. On a déjà atteint Odiélé. On a déjà atteint Odiélé. En 1990, ça continue. Et c'est là où, après ça, Bédier est venu en 1997, complètement à droite. Bédier était en train de faire la route entre Aboisson, le long de la frontière, pour arriver vers les Bédier et autres là. Quand le coup d'État est arrivé, on avait commencé, ça s'est arrêté. On avait commencé la route Bundiali, Tengrela. Vous voyez là, encore, on a arrêté. Donc si on était resté jusqu'au pouvoir jusqu'à l'an 2000, le réseau de goudron nord, sud et est-ouest aurait été bouclé. Et ça, c'est un fouet qu'il avait projeté. C'est pour ça qu'il faut prendre ce pays-là au sérieux. La carte suivante. Alors, la carte suivante, c'est la plus intéressante. Ça, c'est la carte qui vous montre les pôles urbains programmés. Ça, c'est le temps horaire effectué pour relier Abidjan. Abidjan, c'est le rond-point, le point rond qui est au milieu, là, dans le cercle blanc. Vous voyez là. Le premier cercle blanc, c'est une distance de 100 km jusqu'à la hauteur d'Anzopé. Ça là, c'est 1 heure, 1 heure et demie d'être là-bas. Après, le deuxième cercle, un peu gris là, c'est la zone qui va jusqu'à Yamoussoukro et autres. Vous voyez là, on met 3 à 4 heures. Ensuite, au fur et à mesure que ça noircit, le temps est long. Donc, vous voyez, la
partie noire, la couronne noire, la couronne noire, c'est là où le temps, ça va jusqu'à 10 heures, 9h, 10 heures. Mais c'était un progrès énorme, puisqu'au début de l'indépendance, pour aller atteindre là, c'était une épopée. Une épopée. Il fallait mettre 2 ou 3 jours pour arriver. Aujourd'hui, vous arrivez à 9h, 10h, et puis on nous dit que le Nord n'a rien réussi. Non. Il faut faire attention. Vous voyez? Donc voilà, ça on appelle ça en géographie une carte d'isochrone. Le temps est mis pour atteindre un point à partir d'un point central. Alors, vraiment, la carte suivante, vous allez voir les villes, ce que le PDCI a laissé comme ville. Vous voyez là, la première carte, à gauche, en haut à gauche, les villes que les Blancs ont laissées là. Vous voyez là, il y en a qui sont laissées encore toutes petites. Après, en 80, dans les années 80, 88, c'est la deuxième carte à droite. Vous voyez que Abidjan, c'est le point noir en bas, le cercle noir en bas. Vous voyez comment c'est gros. Vous voyez que Bouaké au centre grossit aussi. Et puis Korogo au nord grossit. Vous voyez là. Donc vous voyez que toutes les villes grossissent. Ça, c'est la politique d'urbanisation qui a permis de le faire. Et puis monter la dernière carte en bas, plus bas. Vous voyez, regardez comme Korogo grossit. Korogo évolue au même rythme que Daloa. Vous voyez là. Donc, or, Korogo stratégiquement a été mis pour commander le Mali. Pour commander la Guinée. C'est stratégique. Si tu ne comprends pas quelqu'un, il te commande. Donc, stratégiquement, on a positionné ça comme ça pour commander les autres aussi. Donc, il faut que vous le sachiez. Mais ça dépend. Voilà. Et vous voyez Abidjan qui continue à grossir. Vous voyez là, Abidjan commence à maintenant à poser des problèmes. Alors, pour conclure, je voulais dire tout simplement, pour conclure, un message aux jeunes. Un message aux jeunes. Parce que c'est pour vous qu'on écrit ça. Il est important de souligner que le PDCI-RDA, à l'aube de l'indépendance, avait un souci réel d'autonomie de pensée interne. Ce souci aujourd'hui est abandonné en matière de politique publique de développement territorial et il y avait une volonté de puissance. Le PDCI il avait une volonté de puissance ivoirienne, de puissance régionale déroulée. Vous voyez, on avait ce souci-là. Et ça, c'est avec les ingénieurs qu'on le fait. Vous voyez, c'est avec les ingénieurs et l'économie qu'on le fait. Alors, infrastructure de transport, circulation, communication et tout ça là, on voulait être les premiers. On a eu la première télévision. Les gens ont commencé à crier sur la Côte d'Ivoire. Oui, bon, mais ça ne va pas quand même. Aujourd'hui, ils ont maintenant la télévision. Malheureusement pour nous, la télévision là, vraiment, c'est plus démocratique que chez nous. Sur le plan de la liberté d'expression, nous on était les premiers au départ, et maintenant notre télévision, ce n'est pas pour nous. Même PDCI ne peut plus parler à la télévision. Donc voilà. Au total, il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil ivoirien en matière de stratégie d'équipement et de développement. Les Ivoiriens et la communauté internationale, dont l'ancienne métropole, n'ont rien à redouter du retour du PDCI au pouvoir. Le Parti libérateur de la Côte d'Ivoire, qui aspire à revenir au pouvoir en 2020, que le pays ait été solidement pensé dans la première phase de sa construction, il n'y a pas de doute en cela, grâce à l'important effort de planification mené par des équipes chevronnées, animées par la volonté de réaliser des performances sociales hardies. Malgré le pragmatisme affiché, le refus de s'engager dans des débats idéologiques, le bâtisseur de notre système économique, les bâtisseurs n'ont pas moins fait preuve de cohérence et de rigueur et de cohérence de la mise en place de ce qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme d'État, qui a été la locomotive. Parce que notre modèle économique, c'était le capitalisme d'État. C'est le capitalisme d'État. Et
le relèvement général du niveau de vie. Notre taux de pauvreté en 1985 était de 10%. Aujourd'hui, il est de 46%. Donc, il grimpe. Au temps du PDCI, quand on avait le capitalisme d'État, ça marchait. Maintenant, on dit libérer. Quand on libère maintenant, quand on fait quelque chose, notre argent, ce n'est pas ce qu'on fait, c'est l'argent des autres qu'on prend pour travailler. Alors, aujourd'hui, nous sommes à 46% de taux de pauvreté. Vous voyez là. Alors, ça, c'est le professeur Owo Aseko qui a écrit dans son ouvrage Développement, aménagement et régionalisation. Ça, il y a tout ce qu'on a fait est dedans. Militer au PDCI, chers amis jeunes, est un choix politique des plus raisonnables comparativement à ceux qui ont deux cordons ombilicaux avec un cœur à gauche et puis la pensée à gauche et puis le cœur à gauche. Ça, vraiment, la longévité de cet étrange parti pari politique nous sera donnée par l'histoire. S'informer objectivement, se former est encore mieux et ça renforce le militantisme et la culture démocratique dans un parti politique. Abdoulaye Sawadogo, agronome ivoirien, ministre de l'Agriculture du Fouet-Boigny de 1966 à 1977, converti en docteur d'État en géographie, puisque après ça il est venu et puis nous avons été son professeur et puis après il nous a coiffé parce qu'il était trop fort. Alors il est devenu professeur de géographie et il a enseigné la géographie humaine régionale en tant qu'agronome. Vous voyez donc que c'était des cadres de haut niveau qui enseignaient nos étudiants là-bas. Et tout l'espace géographique en Côte d'Ivoire porte la marque, l'empreinte de la complicité du travail entre Sawadogo et Houphouët-Boigny. C'est eux qui ont décidé de faire. Se targuer d'avoir fait mieux en 8 ans que le premier et authentique héritier du PDCI-RDA est une information, une malinformation qui heurte la conscience de ceux qui connaissent et ont vécu l'histoire économique, politique et sociale vraie de la Côte d'Ivoire indépendante. Le comité des sages et le secrétariat exécutif remercie les militants et les militantes d'être venus s'abreuver au 5e acte de mercredi du PDCI-RDA à la source rafraîchissante de ces sachants dans un dialogue intergénérationnel sur l'avenir commun des Ivoiriens avec la seule section territoriale du RDA encore pleine de vie et en action face au dérisoire combat de la déstabilisation du PDCI. Je vous remercie.